Merci à vous d'être présente et présent ce soir pour ce moment d'échange, de communion, euh, de célébration. Alors moi, j'ai connu William Churchill il y a quelques années. Il fait effectivement partie de mes références bibliographiques. J'ai lu ses travaux du temps où il parlait de l'afférence de mobilisation étudiante pour les années 50-60. Et c'est effectivement un monument qui est parti. C'est effectivement un monument qui est parti. Donc, je pense que ce sera important, sans doute plus tard aussi, de lui rendre un hommage plus conséquent, parce qu'il a beaucoup apporté à la réflexion sur le panafricanisme. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui s'inscrit effectivement dans la continuité de mes travaux. Il y a 8 ans, j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule Africa Unite, une histoire du panafricanisme, qui en est aujourd'hui à la 4e réédition. Donc, il a été réédité en 2017, en 2019, en 2021. Il le sera probablement en 2023. Et c'est très rare les livres qui sont autant réédités en aussi peu de temps. Lorsque l'ouvrage est sorti, on parlait de panafricanisme, mais pas autant qu'aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, beaucoup de personnes qui ont voulu en savoir davantage sur le panafricanisme sont passées par mon ouvrage. L'an dernier, comme c'était rappelé, j'ai contribué en tant que co-directeur et co-auteur à la sortie d'un ouvrage que vous pouvez trouver sur la table au fond, qui s'intitule « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique ». C'est un ouvrage de 1000 pages, c'est un ouvrage collectif. Et c'est donc ces 2 thèmes que je vais essayer de creuser ce soir pour essayer justement de les mettre un peu en miroir et essayer, donc, comme je l'indique dans le plan, d'en tracer d'une part les origines contradictoires, d'essayer de schématiser le panafricanisme et de définir la France-Afrique, de voir un peu comment ce concept de France-Afrique s'est normalisé et comment le panafricanisme s'est internationalisé. Enfin, je poserai effectivement la question des défis et des reconquêtes qui concernent à la fois la France-Afrique et le panafricanisme, en sachant qu'on parle de 2 termes qui, il y a 10 ans, même régulièrement, sont présentés comme étant des termes qui ne veulent plus rien dire. Le titre de notre ouvrage collectif, donc L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, part justement de cette idée qu'on ne cesse de décréter la mort de la France-Afrique, de la même manière que pendant un certain temps, beaucoup de gens ont dit que le panafricanisme était mort, mais force est de constater, au regard de l'actualité, que ces 2 concepts-là sont plus que jamais opérationnels. Ensuite, il y a quelques annexes aussi que je présenterai très rapidement par la suite. Alors, le premier point sur les origines contradictoires de la France-Afrique. Alors, ce que j'ai fait sur cette présentation, c'est que sur les éléments en haut, à gauche et à droite, j'ai mis la table des matières de l'ouvrage que vous avez au fond de la salle. Donc, c'est un ouvrage de 1000 pages, écrit donc, avec des grandes introductions qui retracent en fait une période historique, et ensuite des chapitres qui entrent dans le détail par rapport à des éléments de cette histoire-là. Les chapitres sont écrits par des spécialistes et ils sont également accompagnés donc, de cartes. Là, vous en avez une notamment, de chronologie, de bibliographie et d'encadrés qui reviennent de manière plus précise sur des éléments particuliers de l'histoire de la France-Afrique. Et en dessous, j'ai mis donc 2 éléments en parallèle. Donc, d'un côté, qui concerne donc la France-Afrique, et de l'autre côté, le panafricanisme, pour justement un peu montrer comment ces 2 concepts sont quelque part en résonance, comment ces 2 histoires communiquent et comment elles ont, je dirais, une même origine, qui a été rappelée en introduction par le vice-président, qui est notamment le cas d'Haïti ou de Saint-Domingue. Donc, dans le cas de la France-Afrique, on a aux origines donc, de ce système d'idéologie coloniale, une idéologie coloniale qui est notamment marquée par la question du capitalisme colonial esclavagiste, qui est vraiment la base de la guerre économique, de la notion de pillage, de la notion de prédation et de la notion de dépossession. On colonise les terres pour les ressources et pour également faire travailler gratuitement une main-d'œuvre pendant des siècles et des siècles. C'était le cas notamment donc, de la traite et de l'esclavage. En lien avec la question donc, de ce capitalisme colonial, et là je renvoie notamment à l'ouvrage de Eric Williams, Capitalisme et esclavage, il y a également l'apparition de l'idéologie
qu'est le racisme. Un racisme structurel qui, dans le cas notamment de la France du XIXe siècle, a été pensé de Gobineau à Gallieni, en passant notamment par Jules Ferry, sur l'idée donc de race inférieure et de race supérieure. Et donc Gallieni, qui a été notamment gouverneur de Madagascar, a été celui qui a notamment théorisé ce qu'on appelle la guerre des races et l'idée qu'il faut fonder l'anthropologie coloniale, notamment vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi des autres pays de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Sud global, sur une division entre des peuples inférieurs et des peuples supérieurs pour mieux les dominer et donc mettre en place ce fameux concept de diviser pour mieux régner. Et force est de constater, sur cette question du racisme, comme nous l'avons démontré dans l'ouvrage, que c'est une idéologie qui non seulement imprègne la classe politique française de l'extrême droite à la gauche, mais imprègne en réalité toute la société française de manière quasi inconsciente. Donc un racisme structurel. En face, je dirais, de ces deux éléments, le capitalisme colonial esclavagiste et le racisme structurel, on a le cas d'Haïti. On a les travaux, notamment d'Anténor Firmin, donc un essai sur l'égalité des races humaines, qui répond à l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau, donc 30 ans plus tard, à partir de la notion d'une anthropologie positive qui est fondée sur le fait que si on donne les mêmes conditions matérielles et sociales aux Noirs et aux Blancs, une personne noire peut faire aussi bien qu'une personne blanche. Et dans cet ouvrage écrit à la fin du XIXe siècle, Anténor Firmin prophétisait d'ailleurs qu'avant la fin du XXe siècle, un noir serait élu à la Maison-Blanche. Anténor Firmin, également, dans cet ouvrage-là, s'appuie sur un certain nombre de travaux relatifs à l'égyptologie qui l'amènent à être un prédécesseur des travaux de Cherampadiop 8 décennies plus tard. Benito Sylvain, qui est un autre militant haïtien, qui va notamment écrire un travail sur le droit des peuples indigènes dans la situation coloniale, et qui, à la fin du XIXe siècle, se rendra en Éthiopie auprès de l'empereur Monétique II, et qui va mettre en place la première union des États africains entre l'Éthiopie, le Libéria et Haïti. Et également, en contrepoint donc, de la révolution haïtienne, qui est le moment de naissance du panafricanisme et qui est aussi de manière très importante la première décolonisation de l'histoire de France, se met en place des projets de retour en Afrique et de rapatriement qui vont introduire, dès le début du XIXe siècle, la problématique de la diaspora et du retour de la diaspora en Afrique, ce qu'on va appeler un peu plus tard le Back to Africa. Ce qui est en lien, je dirais, avec une actualité où on a beaucoup de jeunes de la diaspora qui parfois sont nés ici, ont grandi ici, ont toujours vécu ici, regardent l'Afrique comme une terre d'opportunité et envisagent justement ce retour en Afrique alors qu'ils n'y ont jamais été, avec parfois des approches coloniales, parfois des approches panafricaines, parfois des approches tout simplement opportunistes. Donc ces éléments-là datent déjà de cette époque. En parallèle donc, de cette évolution historique, on a dans le dernier quart du XIXe siècle des théories qui se mettent en place au niveau donc, de la France coloniale, qui vont notamment concerner ce qu'on appelle la conquête et le monopole des cœurs, des âmes, des corps. C'est-à-dire qu'il s'agit de penser, avant même la colonisation, la décolonisation. Il s'agit de produire un modèle de colonisation qui fera que lorsque l'on sera amené à partir, ce sont les colonisés eux-mêmes qui nous demanderont de rester. Et c'est ça qui est très intéressant et c'est ça qu'on a un peu exhumé dans les premières parties de l'ouvrage. On a montré qu'il y a une théorie de la décolonisation qui a été pensée avant même la colonisation dans le cas spécifique de l'Empire français et que cela s'appuie en fait à la fois sur des expériences, les tentatives d'empire colonial français au Mexique, en Égypte, etc., mais aussi sur une certaine conception de l'universalisme français qui va reposer sur la francophonie, donc l'utilisation de la langue en tant qu'outil géopolitique, sur la notion également d'assimilationnisme et également sur la notion d'amitié. La notion d'amitié, on la retrouve énormément dans les débats autour, notamment dans le discours autour de la France-Afrique, l'amitié entre la France et l'Afrique, la notion de couple, la notion de fusion, à tel point donc que ce mot France-Afrique va se faire en un seul bloc. En parallèle donc, à cette approche donc, fondée donc, sur la conquête des cœurs, des corps, des âmes, on voit apparaître donc, des théories de la colonisation incarnées par Faidherbe, par Lyotet, qui vont être donc, des administrateurs coloniaux et des militaires
qui vont donc lier très rapidement la conquête à la colonisation et qui vont mettre en fait le rapport de la France à l'Afrique dans une dimension profondément militariste. Faidherbe va créer notamment le corps des tirailleurs sénégalais et Lyautey va être l'un des plus fervents partisans de la notion du protectorat, à savoir l'idée qu'il faut en fait dominer des Africains par leurs propres tyrans ou rendre les dirigeants africains tyrans de leur propre peuple. Donc c'est comment en fait on gouverne par le biais finalement des autochtones. Ce sont des procédés qui vont être tentés à la fois en Asie et en Afrique et qui dans le contexte africain vont avoir en fait une durée très particulière, notamment dans le cadre de la colonisation tardive qui se met en place à partir notamment de la conférence de Berlin, le découpage de l'Afrique en sphère d'influence, avec le concept de balkanisation, qui est aussi très important à avoir à l'esprit, puisque l'unité africaine est d'autant plus difficile à réaliser que l'Afrique est éclatée en le plus grand nombre de morceaux possible. Donc, le concept de balkanisation, qui apparaît donc, notamment dans le contexte de la conférence de Berlin en 1885, donc une conférence coloniale, et 1944, la conférence de Brazzaville, qui elle est présentée comme une conférence française africaine en janvier 1944. Donc la résistance au régime de Vichy qui se fait depuis l'empire colonial, depuis notamment le Tchad, Brazzaville, l'Algérie, qui remonte donc l'Afrique et qui libère donc la France depuis notamment le débarquement de Provence et qui va en fait lier la plupart des proches du général de Gaulle à l'aventure africaine. Et donc cette conférence de Brazzaville est en fait une réplique quelque part de la conférence de Berlin, dans le sens où il y a présent lors de cette conférence que des administrateurs coloniaux qui vont estimer qu'il n'est pas nécessaire de penser un projet de décolonisation pour donc l'Empire français. Et c'est dans ce contexte-là, le 15 août 1945, qu'un monsieur totalement inconnu qui s'appelle Jean Piot, qui à l'époque est éditorialiste dans un journal qui s'appelle l'Aurore, fait rentrer dans l'histoire le mot de France-Afrique, en disant qu'il est plus que jamais important, au lendemain donc, de cette Seconde Guerre mondiale, que la France s'inspire du modèle britannique, du Commonwealth, pour s'appuyer sur son empire et mettre en place toute la France-Afrique. Dans le 15 août 1945, on est 2 mois avant un congrès très important dans l'histoire du panafricanisme, qui est le congrès de Manchester, le congrès panafricain de Manchester. Et donc là, en fait, la mise en parallèle, en miroir des deux mouvements, permet vraiment de voir comment, d'un côté, le projet France-africain se met en place et comment, de l'autre côté, les Africains s'organisent. Donc en 1885, vous avez donc la mise en place des sphères d'influence et du partage colonial de l'Afrique en sphères d'influence. Et cela correspond de manière plus ou moins officielle à ce qu'on appelle la fin des souverainetés africaines. C'est un élément qui est très important parce que lorsque on lit l'histoire de l'Afrique, on présente les indépendances de 1960 comme si l'Afrique n'avait jamais été indépendante. Or, pour comprendre la problématique des indépendances de 1960, il est important de comprendre comment l'Afrique a perdu son indépendance. Et c'est ce travail-là, je pense, qui est essentiel. La fin des souverainetés, la fin des pouvoirs, la fin des démocraties, puisqu'il existait des systèmes démocratiques africains d'avant la colonisation, et aussi la fin des nationalités africaines, puisqu'il y avait déjà une conception de la nationalité, de l'État-nation, de l'État multinational, de l'État fédéral, dans les empires, royaumes, cités africains précoloniaux. Donc ça aussi, c'est des éléments importants sur lesquels vont s'appuyer les nationalistes par la suite. Puis les rencontres, donc dans la première moitié du XXe siècle, donc les congrès panafricains, le réseau de Marcus Garvey, les mobilisations autour notamment du réseau intellectuel, culturel et artistique de présence africaine, qui va donc s'appuyer notamment sur l'intelligentsia française comme, je dirais, parapluie vis-à-vis de la répression et de la censure française. Donc, le rôle, comment dire, des Européens en termes des Européens progressistes en termes de tampon des mobilisations panafricaines contre justement l'impérialisme. Et effectivement, donc, le tournant, je dirais, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux indépendances, où là, on a donc des guerres mondiales ou guerres décoloniales. Ça a été évoqué également dans l'introduction. L'Indochine, l'Algérie, le Cameroun. J'ai rajouté la Guinée et le Congo, qui ne sont pas présentés comme des guerres en tant que telles, mais dans le cas de l'indépendance de la Guinée de Sékou Touré,
C'est une guerre économique, c'est une guerre de propagande, c'est une guerre psychologique qui est menée contre la Guinée de Sékou Touré. Tous les Français qui étaient restés en Guinée du temps de Sékou Touré se sont vus déchoir de leur nationalité française. Tous les étudiants africains qui ensuite sont partis en Guinée ont été ensuite interdits d'exercer dans les différentes fonctions publiques nationales et beaucoup du coup sont passés dans le fonctionnariat international. Le cas du Congo, la crise du Congo, qui n'est pas forcément vue dès l'époque de Lumumba comme une guerre, mais qui en réalité s'inscrit totalement au cœur de la guerre froide. La guerre entre les Soviétiques et les Américains, entre les deux blocs. Et donc le Congo, dès 1960, est le théâtre de cette guerre interposée entre différents impérialismes. En même temps, on a les premiers éléments d'analyse, de déconstruction du colonialisme et du néocolonialisme. Le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, dont le cahier d'un retour au pays natal a été aussi un texte fondamental de la conscience nègre, de la négritude. On a évidemment Frantz Fanon, donc Les damnés de la terre, Peau noire, masque blanc, et puis Kwame Nkrumah, qui va être le premier notamment à théoriser la problématique du néocolonialisme. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que et Césaire, et Fanon, et Nkrumah posent la nécessité de tenir compte du besoin d'une idéologie africaine. Et que cette idéologie-là soit le panafricanisme ou l'unité africaine par toutes les combinaisons possibles. On est aussi, je dirais, dans une approche où les notions d'empire et d'impérialisme aussi sont en train d'évoluer. Lorsque l'on pense le panafricanisme, lorsque l'on pense impérialisme, on est sur des concepts qui évoluent. Et l'un des concepts qu'on a un peu utilisé dans l'ouvrage, il est tiré d'un livre de David Todd, qui est un historien américain. Les Américains ont beaucoup étudié l'histoire coloniale française, d'une part parce que ça leur permettait de gérer leurs propres questions noires, puisque les Noirs américains étaient considérés comme une colonie interne aux États-Unis, et en même temps d'étudier les modalités de répression du système colonial français. Par exemple, au moment de la guerre au niveau donc, de l'intervention américaine en Irak, lorsqu'il y a eu de la tension entre Paris et Washington, au début donc, au milieu des années 2000, l'une des modalités de résolution de cette crise diplomatique, ça a été le don par la France des travaux sur les systèmes de répression du temps de la guerre d'Algérie aux officiers américains pour qu'ils l'appliquent au niveau de l'Irak et de l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y a une circulation des mécanismes et des systèmes de répression. Et cette notion d'impérialisme informel, dans le cas de la France, elle s'appuie sur donc, cette idée d'un universalisme qui est à la fois supérieur et au service. C'est-à-dire que la France se présente comme étant supérieure et en même temps au service. Et c'est toujours ce paradoxe de se dire comment un pays qui a une supériorité, qui affiche sa supériorité, peut en même temps se prétendre être au service du pays qui domine. Et c'est quelque chose qu'on retrouve constamment dans le discours qui est aujourd'hui tenu sur la nécessité d'aider les pays africains ou de ce que les pays africains demandent l'aide de la France. Et c'est ce qui caractérise en réalité les dénonciations vis-à-vis de ce qu'on appelle l'arrogance française. Une supériorité, et en même temps une supériorité qui amène à se dire comme étant au service public. Alors, les éléments de cet impérialisme informel, ils reposent sur plusieurs éléments. Donc, premièrement, des mécanismes de répression et de séduction des élites africaines. C'est toujours le mécanisme de ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire la carotte et le bâton. Donc, on va constamment retrouver au cours du XXe siècle dans la fabrication des élites modernes africaines. Deuxièmement, c'est la mise en avant de l'interdépendance face au complot étranger. C'est-à-dire que lorsqu'on a étudié les archives déjà des années 40, 50, 60, la France parlait déjà du fait que les Américains, les Britanniques, les Russes, les Égyptiens convoitent les possessions françaises. Donc le discours que l'on entend aujourd'hui sur les Russes, les Chinois, les Turcs, etc., qui seraient les agents qui manipulent les contestations anti-françaises en Afrique, date déjà de cette époque. Vous avez notamment François Mitterrand, en 1953, il écrit dans un ouvrage « Aux frontières de l'Union française » que les Américains empiètent sur le Maroc français, que les Britanniques empiètent sur le Togo français, que les Égyptiens larguent leurs prédicateurs dans le Sahel tchadien et tunisien, etc., etc. Donc ce récit du complot étranger,
et cette nécessité de l'interdépendance, de se lier aux Africains contre le complot étranger, il est lié justement à cette idée, ce sentiment, ce présupposé que la France est la meilleure amie de l'Afrique. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'on retrouve constamment dans, je dirais, le rapport psychologique à cet impérialisme-là. Troisièmement, donc, ce que j'évoquais, à savoir que la décolonisation a été théorisée avant même la colonisation. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très particulier. Comment s'assurer que la décolonisation s'inscrira dans la continuité du projet colonial. Quatrièmement, c'est l'incapacité à démocratiser le régime colonial. Ça a été évoqué notamment par Déné et Yann Chama. On est sur un système, le système colonial, qui est fondamentalement antidémocratique. Fondamentalement antidémocratique. Donc, lorsque la France, sous la 4e République, décide de faire venir dans l'Assemblée nationale française des députés issus des colonies, elle va instaurer des doubles collèges qui font qu'il y aura des députés français, entre guillemets, de souche, élus en Afrique par un collège d'électeurs français et une masse d'Africains qui vont élire un nombre quasi égal ou inférieur de députés africains. Et cette approche qui est spécifique à la France, c'est-à-dire que la France est le seul pays d'Europe qui a eu des députés africains dans ses instances nationales, fait que les députés de la 4e République, qui pour la plupart seront les chefs d'État au moment des indépendances, vont se socialiser dans le système français, dans une vie politique en lien avec les partis politiques français, dans un modèle social français, qui, par exemple, fait que quand on est député, on ne paye pas le taxi, on ne paye pas le train, tout est gratuit, etc., avec des tares propres à la vie démocratique française, qui vont évidemment répliquer au niveau de leurs États. Souvent, on dit de manière un peu anecdotique que si on avait été colonisé par la Norvège ou la Suède, eh bien, sans doute, on aurait pris quelque part, je dirais, je ne vais pas dire les bienfaits de cette colonisation-là, mais je dirais qu'on a été à une école très particulière qui est l'école française. Cinquièmement, c'est l'incapacité à décoloniser la démocratie française, puisque la France-Afrique, dont les préliminaires se font dans la 3e, 4e République, s'instaure réellement dans la 5e République, qui est née d'un coup d'État, le coup d'État des généraux à Alger, qui rappelle le général de Gaulle au pouvoir, puis la constitution de la 5e République, qui instaure un présidentialisme fort. Et donc, ce système-là fait que on est dans un mécanisme où la politique africaine n'est pas évoquée au Parlement français. C'est le président français qui est souverain, qui peut décider de partir en guerre au Mali, en Libye, etc., sans consulter la représentation nationale française. Et ça montre en fait justement l'incapacité à décoloniser la démocratie française, puisque l'Afrique n'est pas réellement inclue dans ce qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères, mais il y a eu tout au long de l'histoire des ministères de la coopération, du co-développement, ou des secrétariats d'État, ou des cabinets spécifiques qui vont être consacrés à l'Afrique. Donc, le plus célèbre sera notamment le secrétariat général aux affaires africaines et malgaches, géré par Jacques Faucard. En parallèle, du côté donc, panafricain, sur cette période, je dirais, de la fin des années 50, début des années 60, vous avez un certain nombre de choses qui, je dirais, s'entrechoquent. Vous avez donc une rupture épistémologique qui est posée par Cher-Antagnoc avec Nation d'agriculture, qui va amener en fait une effusion intellectuelle à cette époque-là. On va commencer à voir différemment la longue durée et la place de l'Afrique en termes de civilisation. Et ensuite, également, dans le contexte des indépendances, des premiers regroupements qui se mettent en place. Donc, le groupe de Brazzaville, qui va réunir les anciennes colonies françaises, moins la Guinée et le Mali, qui donc prennent leur indépendance en 1960 et qui sont sur la ligne diplomatique de Paris. C'est-à-dire qui, au niveau des Nations Unies, au niveau des instances internationales, votent dans le même sens que Paris. Et qui sont donc favorables à la position française concernant la guerre d'Algérie, qui sont également favorables au soutien donc, au gouvernement donc, de Kasavubu dans la crise congolaise, et qui sont opposés à un autre groupe, le groupe de Casablanca, qui lui réunit une minorité d'États africains, dans lesquels on trouve notamment le Ghana de Nkrumah, la Guinée de Sékou Touré, le Maroc de Mohamed V, l'Égypte de Nasser. Et ces pays du groupe de Casablanca, donc Casablanca c'est au Maroc, se réunissent à partir d'un élément
qui est de poser la question du retour aux frontières d'avant la colonisation. Puisqu'à l'époque, le Maroc, qui n'a jamais été une colonie d'un protectorat, réclame donc ce territoire du Grand Maroc avec la Mauritanie, une partie de l'Algérie, du Mali, du Sahara occidental, etc. Donc le Maroc ne reconnaît pas l'indépendance de la Mauritanie. Donc c'est déjà sur la question des frontières qui va être un élément justement de division que ce groupe de Casablanca se constitue. Par la suite, il va s'enrichir de positions qui vont être les préliminaires de ce que ensuite Kwame Nkrumah développera dans la définition des États-Unis d'Afrique, à savoir donc un gouvernement continental, une armée continentale, une monnaie unique continentale africaine et une diplomatie commune. Donc, le groupe de Monrovia va ensuite intégrer au groupe de Brazzaville donc, quelques pays anglophones, dont le Nigeria, qui est toujours en rivalité avec le Ghana, c'est-à-dire que les deux pays anglophones d'Afrique de l'Ouest sont une rivalité historique. Donc, le Nigeria et le Ghana vont être opposés dans ce contexte-là. Et le groupe de Monrovia étant plus important que celui de Casablanca, lorsque Haïlé Sélassié parvient à réunir les deux groupes à la conférence d'Addis Abeba en mai 63 et fonder l'Organisation de l'Unité africaine avec un penchant qui tourne donc vers le groupe de Monrovia, qui est sur des positions donc, de maintien donc, de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Alors, en parallèle donc, à ces groupes qui se mettent en place, on a des décolonisations françaises et britanniques qui sont différentes. Du côté de l'Empire britannique, on a des territoires qui sont relativement, je dirais, homogènes. C'est-à-dire que les Britanniques ont laissé des ensembles territoriaux qui se tiennent. La Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Ghana sont des territoires dont la géographie, dont l'assise territoriale se tient. Et dans le contexte des décolonisations françaises, on avait deux fédérations, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, qui vont être balkanisées donc, pour plusieurs États et qui vont donc introduire la problématique du regroupement de tous ces États dans un ensemble fédéral. Deuxièmement, on a la construction européenne. Là aussi, c'est un élément très important. La relance de l'Europe, qui intervient donc, notamment au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque la Roue est occupée notamment par des soldats noirs, va faire naître au cœur de l'Europe ce qu'on appelle le mouvement pan-européen, le pan-européanisme. Et ce mouvement pan-européen, avec Koudenov de Kalergi, va notamment s'appuyer et développer le concept d'Eurafrique. L'idée que le développement de l'Europe, la construction de l'Europe doit s'appuyer sur la capacité à ponctionner les ressources stratégiques du continent africain. Et c'est un projet qui est principalement mené par l'Allemagne, puisque l'Allemagne perd ses colonies donc, après la Première Guerre mondiale, et elle va tenter, je dirais, de maintenir une hégémonie sur ces questions coloniales en passant justement par ce projet pan-européen. Et donc, on a un certain nombre de projets, de conférences très intéressantes qui sont développées à cette époque-là, qui montrent notamment comment les industriels européens du XXe siècle voient le continent africain comme étant essentiel à l'économie européenne. C'est quelque chose qui est très important puisque ces industriels européens vont aussi avoir notamment des positions politiques et vont être aussi en lien avec des dirigeants politiques, dont l'un notamment, Konrad Adenauer, sera l'un des piliers fondateurs de l'Europe, après avoir été maire de Cologne. Et dans le cas notamment de ce rapport donc, à la Constitution européenne, on a par exemple une proposition allemande des années 40-50, donc des années 50 d'après-guerre, qui proposait en fait de confier les colonies africaines à un consortium de multinationales qui serait une sorte de super conseil d'administration qui ensuite rendrait compte aux États. Donc il y avait déjà l'idée en fait de confier la colonisation non pas aux États, mais aux multinationales, comme ça avait déjà été un peu le cas au moment de la conquête coloniale. On donnait des sortes de chartes concessionnaires à des multinationales qui partaient se tailler des parts de territoire sur le sol africain. Donc, la question des multinationales et la question également du cœur européen est très importante. Dans la période de la guerre froide, vous avez par exemple des ouvrages de science-fiction qui expliquent qu'en cas de guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, avec le risque que des missiles tombent sur l'Europe de l'Ouest, il est essentiel de garder l'Afrique intacte en termes de zone de repli pour la population européenne. Et donc là, vous avez vraiment des projets qui relèvent de la science-fiction. Il y a des projets, par exemple, d'installer des barrages au niveau des différents fleuves qui se jettent dans la Méditerranée pour assécher la Méditerranée progressivement de 2 cm par an, pour rendre en fait le passage
terrestre entre l'Europe et l'Afrique et faciliter en fait le déplacement des populations. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes qui relèvent entre guillemets de la science-fiction. Et on sait que lorsque l'on parle de science-fiction, on n'est jamais très loin de la réalité. Et donc, la construction européenne, donc le traité de Rome de 57, il intervient donc 3 semaines après l'indépendance du Ghana. Et ce qu'il faut ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce traité de Rome, il inclut les colonies, et il est fondé, je dirais, sur des projections qui ne tiennent pas compte de la possibilité d'une décolonisation dans les 3 ans qui viennent. Ce qui va expliquer aussi en quoi la décolonisation va quelque part modifier le projet de construction européenne et en quoi l'Europe est très liée à la question donc, du panafricanisme et des indépendances africaines. Troisièmement, la guerre froide, où l'Afrique aussi devient donc un enjeu de rivalité entre l'Est et l'Ouest, le mouvement des non-alignés et des nationalismes étroits qui sont présents donc à cette époque sur le continent africain, c'est-à-dire la manière dont des dirigeants vont estimer que leur territoire doit se constituer en État-nation. Ça, je l'expliquerai dans la slide suivante. Donc, la Fédération du Mali, l'Union Ghana-Guinée-Mali, c'est des tentatives d'union d'États au moment des indépendances qui vont plus ou moins échouer. Voilà. Donc là, vous avez donc la carte qui montre un petit peu tous ces territoires-là donc à cette époque. Alors, sur la slide suivante, vous avez un schéma qui donc schématise le panafricanisme, donc montre ce que j'appelle la coopération ou la compétition, l'indépendance ou l'interdépendance. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que il y a grosso modo 2 approches sur la question panafricaine, enfin, sur la question de où va-t-on, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Au moment des indépendances, il y avait une approche plutôt posée par Kwame Nkrumah et Sékou Touré, qui était de type panafricaniste et nationaliste. C'est une approche qui était fondée sur l'idée d'une intégration continentale. C'est-à-dire que Kwame Nkrumah, au moment de la conférence d'Addis Abeba, il explique qu'il ne sert à rien de tracer des frontières à l'intérieur du continent africain. La position de Nkrumah, c'était de dire faisons un grand open space de 30 millions de kilomètres carrés et on verra après qu'est-ce qu'on découpe ou qu'est-ce qu'on laisse intact. Alors que tous les autres ont préféré garder des frontières héritées de la colonisation. Donc, la notion d'intégration continentale, elle visait en fait à réunir la difficulté pour l'affronter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une 50aine d'États en Afrique qui ont peu ou prou les mêmes difficultés. Et donc, l'intégration continentale permet de mettre la difficulté au centre et donc de mieux l'affronter, parce que lorsqu'on met la difficulté au centre, on développe des ressources et on développe également les mécanismes de coopération fondés sur des alliances et des réseaux. Et donc, cette approche-là, elle s'inscrit dans une logique d'État fédéral avec un gouvernement continental qui inclut donc ce qu'on appelle une souveraineté dans l'interdépendance. C'est-à-dire que chaque État renonce à sa souveraineté pour être souverain de manière interdépendante avec le pays voisin. Donc, chaque pays africain est un peu gardien du pays voisin. Et ça aussi, c'est des débats qui sont d'actualité, mais qui sont un peu flous. Par exemple, lorsque l'on évoque cette fameuse force anti-putsch actuellement au niveau de la CEDEAO, lorsqu'on évoque aussi au niveau de l'Union africaine la garantie des constitutions, là aussi, il faudrait que chaque État soit garant, je dirais, du respect de la constitution du pays voisin. Mais ça touche ensuite à la problématique de la non-ingérence. Et ça, c'était justement l'approche de Kwame Nkrumah qui n'a pas été suivie. De l'autre côté, on a une approche qui est plus ambiguë, qui a été portée par Félix Houphouët-Boigny et Senghor, qui utilisent des termes qui sont relativement trompeurs, des termes notamment de fédéralisme et de confédéralisme. Alors, je sais que c'est des notions qui parlent beaucoup en Suisse, mais qui ont, je dirais, plusieurs casquettes, plusieurs pirouettes. Le fédéralisme pour Houphouët, c'était tout simplement le fait qu'il fallait mettre en place une fédération avec la France. Il fallait se fédérer avec la France. Donc, il y a cette fameuse citation de Houphouët qui explique qu'il a attendu la France, donc la mariée, avec son bouquet devant l'église, mais la mariée n'est jamais venue et les fleurs ont fané. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire et dans le cas du Gabon, on a 2 territoires qui, au moment des indépendances, voulaient postuler pour être des départements français, parce qu'ils ne voulaient pas notamment servir de vache à lait pour le reste de leurs eaux. Du côté de Senghor, donc là aussi, on est sur un autre profil, on est plus dans une approche confédérale. L'approche de Senghor, c'était de dire qu'il fallait que les Africains se fédèrent entre eux
et une fois fédérés entre eux, qu'ils se fédèrent avec la France, donc une approche confédérale. Et la rivalité entre Senghor et Houphouët est très intéressante parce qu'elle renvoie en fait à des jeux de compétition entre Dakar et Abidjan, pour savoir en fait qui sera quelque part, je dirais, la porte d'entrée ou le gardien des intérêts français, à la fois au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au niveau de l'Afrique plus généralement. Et c'est Houphouët-Boigny qui va l'emporter parce qu'au moment des indépendances, dans les années 50, Houphouët-Boigny, à la différence des autres dirigeants africains, était le seul qui avait constitué un patrimoine économique. C'était un riche planteur. Il a pu financer des bourses pour les étudiants ivoiriens. Donc, à l'époque, il y avait une compétition entre les étudiants sénégalais et les autres étudiants, parce que le Sénégal étant français par les 4 communes depuis le 19e siècle, on voyait beaucoup plus d'étudiants se former en France que les autres territoires. Donc, généralement, les Sénégalais dominaient les associations d'étudiants. Et lorsque Houphouët-Boigny est arrivé, il a voulu qu'il y ait plus d'Ivoiriens qui soient présents. Et comme il y a eu des difficultés, des blocages au niveau de l'État français, il a utilisé ses propres ressources pour financer les études d'étudiants ivoiriens en France, qui après lui ont été redevables. Et c'est comme ça aussi qu'il a construit un réseau. Et c'est aussi de cette manière-là qu'il a quelque part doublé tous les autres par le patrimoine économique. Puisque les autres dirigeants, pour la plupart, étaient intellectuels, fonctionnaires, instituteurs, enseignants, et n'avaient pas ce patrimoine économique. Ils avaient le patrimoine culturel, mais pas le patrimoine économique. Ce qui explique qu'au moment des indépendances, pour un certain nombre de dirigeants africains, la constitution de patrimoine va se faire dans le contexte de ce qu'on va appeler des bourgeoisies contralors, c'est-à-dire la capacité à concevoir les richesses de l'État comme étant ses propres ressources. Donc, dans cette approche, on est justement sur une intégration régionale, donc limitée à l'Afrique de l'Ouest. Et l'intégration régionale, la particularité, c'est qu'elle divise la difficulté pour la contourner. Et en divisant la difficulté pour la contourner, on a des logiques de compétition, donc de rivalité, de concurrence, des logiques de distance de sécurité entre pays voisins. Et donc, on entre dans des situations où chaque État africain ne pense pas le pays voisin comme étant un pays avec lequel il doit être solidaire, mais plutôt comme un pays sur lequel il doit prendre un avantage. Donc, cette approche-là, elle est fondée justement sur une approche qui essaie de l'indépendance dans la dépendance. Et donc, c'est plutôt cette approche-là qui a été suivie, donc le maintien des dépendances, la tentative de construire des États-nations. Et depuis les années 60, depuis les groupes de Monrovia et de Casablanca, depuis ces débats sur la question du fédéralisme, du gouvernement continental de l'Union, on est dans ces approches sur dans quelle direction doit-on aller, quelle branche doit-on récupérer, par où récupérer la branche donc, du panafricanisme. Donc il y a plusieurs étapes. En 63, donc la charte d'Addis-Abeba. En 91, il y a eu un traité d'Abuja qui expliquait qu'il fallait aller à l'unité africaine par ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. Et en 2007, à Accra, il y a eu ce qu'on appelle le grand débat sur le gouvernement continental du. Et c'est au cours de ce débat, notamment, que Kadhafi avait présenté son projet, les satellites, les États-Unis d'Afrique, etc., en projet qu'il voulait réaliser en 8 ans, et qu'au milieu des 8 ans, la guerre de Libye est arrivée, et puis la suite, on la connaît. Donc, on a un conflit au sommet, un conflit dans la méthode, et l'un des enjeux, c'est vraiment comment on résout ces conflits-là. Donc ça, c'est la schématisation du panafricanisme. Sur la France-Afrique, c'est quelques définitions que je ne vais pas forcément lire en intégralité, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment sur la notion d'un système de domination qui est fondé sur une alliance stratégique et asymétrique. Alors l'asymétrie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dirigeants africains ont évidemment une responsabilité. Mais il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même responsabilité que l'élite française. Il faut faire la part des choses, il faut faire une hiérarchie des responsabilités sans enlever les responsabilités des uns et des autres, mais on ne peut pas les mettre au même niveau. Ça aussi, c'est un élément qui est très important puisque cette histoire de la France-Afrique s'écrit en très grande partie depuis Paris et est très liée à la vie politique française. Un autre élément dans cette définition, c'est qu'on est donc sur quelque chose qui est à la fois visible et assumé et qui en même temps occulte, parfois criminel et toujours inavouable. Et l'un des éléments que l'on voulait, c'était sortir justement la France-Afrique de la notion de scandale et montrer qu'elle constitue vraiment un système
un système qui est malléable, un système qui est comme un système d'exploitation et donc qui se réforme à chaque fois qu'il est menacé. Donc cette notion de malléabilité, c'est quelque chose qui est très important à avoir à l'esprit. Donc là, la citation également de Michel Debré. Donc au moment où le Gabon prend son indépendance à Paris, il explique très clairement qu'il y a deux systèmes qui entrent en vigueur simultanément, l'indépendance et les fameux accords de coopération. L'un ne va pas sans l'autre. Donc les accords de coopération, les francs CFA, les bases militaires, etc. Ensuite, une citation de Charles de Gaulle en 1965 qui répond par rapport à ceux qui reprennent un peu ce fameux slogan « la Corrèze plutôt que le Zambèze ». Plutôt que de gaspiller notre argent en Afrique, investissons-le pour les régions pauvres de France, etc. Et donc là, De Gaulle lui-même explique très clairement qu'en réalité, c'est un très bon placement que la France fait en investissant dans ces colonies, parce que ces anciennes colonies sont des pays amis et la France a besoin d'amis. Donc la notion d'amitié, elle est consubstantielle dans l'approche des relations entre la France et l'Afrique. Sans ça, on parlera plus tard de régime ami, d'amitié indéfectible, d'amitié personnelle, etc. Ensuite, une dernière citation, donc là, à Alain Peyrefitte, où là, il parle justement aussi de la francophonie, en expliquant que viendra un moment où la francophonie prendra le relais de la colonisation. Et ça aussi, c'est très intéressant, la manière dont la puissance culturelle est régulièrement mise en avant et constitue, je dirais, la continuité de la domination militaire, de la domination politique, de la domination économique. Alors, la suite donc, de l'ouvrage, donc, la partie 3 et la partie 4, donc, je ne reviens pas en détail sur le contenu, mais vous avez donc, la table des matières, donc on évoque les différents éléments donc, de ce que j'appelle une France-Afrique décomplexée et dédoublée, entre 1969 et 81, puis 81 jusqu'à 94. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette période-là, les années 70-80, on a un capitalisme colonial qui va perdurer, qui va notamment se focaliser sur les enjeux stratégiques et énergétiques. On est sur la période du premier choc pétrolier. La France a besoin d'assurer sa souveraineté énergétique. Donc, c'est la question du pétrole et du gaz au niveau du Sahara puis du golfe de Guinée. C'est la question de l'uranium, d'abord au Gabon, puis ensuite au Niger. Et c'est aussi, de manière donc, assez intéressante, le soutien au régime d'apartheid sud-africain. La manière dont la France, au contraire des autres pays qui vont boycotter de manière plus ou moins régulière l'Afrique du Sud, va entretenir des liens avec le régime de Pretoria, à travers notamment la question, d'une part la question nucléaire, et d'autre part la question de la réserve d'or, puisque au moment où l'Afrique du Sud est sanctionnée internationalement, la France se propose de remplacer l'Angleterre comme gardienne des réserves d'or de l'Afrique du Sud. Donc, sur cette période donc, du capitalisme colonial, du grand monopole et des grands complexes industrialo-militaires, on a des temps forts, notamment donc, la guerre du Biafra, qui fait entrer la notion d'humanitaire dans ce contexte-là. Le rapprochement également avec le Zaïre de Mobutu, donc la manière également dont ce qu'on appelle le précaré ne correspond pas stricto sensu aux anciennes colonies françaises. Donc la France a toujours eu tenté de sortir justement de son emploi colonial. Donc ça aussi, ça casse un peu les discours d'actualité où on explique que la France-Afrique est morte, puisque les principaux intérêts de la France sont en Angola, au Nigeria, en Afrique du Sud ou en Éthiopie. Or, depuis cette époque-là, lorsque l'on reste en fait sur les multinationales françaises, ce sont des multinationales dont elles ne connaissent pas de frontières. Mais elles travaillent généralement avec l'État français et la plus célèbre d'entre elles, ELF, va jouer un rôle dans la guerre du Congo-Brazzaville, dans l'Angola Gate et dans un certain nombre de financements de réseaux occultes et mercenaires à cette époque-là. Donc la Centrafrique de Bokassa, là aussi, un personnage qui va un peu cocher à peu près toutes les cases, qui rejoint notamment le passage que l'on fait sur les citations racistes du général de Gaulle et aussi la manière dont il interpelle Bokassa qui n'arrête pas de l'appeler papa, en lui demandant arrête de m'appeler papa et Bokassa répond oui papa. Et la fameuse image aussi des funérailles du général de Gaulle où Bokassa est totalement en pleurs, qui montre, je dirais, la violence psychologique de cette relation néocoloniale, en sachant que Bokassa, comme un certain nombre d'autres dirigeants, fait partie de ces anciens soldats de l'armée française
soit de la Seconde Guerre mondiale, soit de l'Indochine ou de l'Algérie. Et donc la Centrafrique va d'ailleurs être un lieu de formation des militaires tortionnaires qui interviendront dans les différents conflits en Afrique du Sud, en Angola, au Comores, les mercenaires, etc. Le premier sommet France-Afrique, qui se met en place également en 1973, donc ce fameux sommet où le président français réunit un peu donc, les présidents de ces anciennes colonies. Alors, j'ai cité aussi des cas particuliers, donc Comores, donc le cas de Mayotte qui a été abordé tout à l'heure par Tim Riley, et puis surtout le fait que Comores est vraiment une base du nationariat à travers la figure de Bob Denard. Là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que dans l'actualité, on pointe effectivement la question des mercenaires russes, mais il y a une très très longue histoire aussi du mercenariat français en Afrique, qui est très intéressante aussi à examiner parce qu'elle montre aussi comment les autres acteurs de cette politique mercenariale se sont inspirés du modèle français. Donc Djibouti, le Tchad, qui est donc stratégique de cette époque-là, puis aussi donc le Rwanda. Donc on a des acteurs qui sont évoqués sur cette période-là. On a notamment un chapitre sur les coopérants, donc le rôle de la coopération, qui reprend en réalité la colonisation. Donc on bascule sur la coopération, tout ce qui était lié donc à la colonisation. Les services de renseignement, les mercenaires, les multinationales. On a également donc, un chapitre qui est consacré donc, à la question des loges, donc la franc-maçonnerie, les initiés, etc., qui renvoie donc à ces fameuses amitiés personnelles et à toute la logique de scandale qui sert un peu, je dirais, d'écran de fumée à la France-Afrique. Ce qui nous intéressait dans ce travail, c'est vraiment de montrer que la France-Afrique, ce n'est pas juste du scandale, c'est vraiment un système qui, comment dire, qui est visible. C'est pour ça qu'en introduction, on prend pour appui une pièce de l'UNESCO sur un couple qui a un cadavre dans son placard. Et plus on veut cacher le cadavre, plus le cadavre grandit. Et donc ça, c'est un peu quelque part la France-Afrique. Plus on veut la cacher, plus on veut la nier, plus elle grandit. Et donc du coup, la notion de scandale est un peu mise en avant pour masquer le reste. Sur cette période-là, on a aussi des éléments de trompe-l'œil. Donc, les trompe-l'œil, c'est des illusions. Donc, c'est par exemple l'africanisation du mécanisme du franc CFA au début des années 70. Là aussi, c'est très intéressant parce que les premières contestations du franc CFA ont été menées par des chefs d'État. Ça aussi, ça permet de relativiser les mobilisations actuelles. Ce sont des chefs d'État, y compris des chefs d'État pas forcément dans le système, hein, comme Yacine Bey, Yadema, et d'autres qui ont réclamé une africanisation du franc CFA. Pas un changement du système, mais une plus grande marge de manœuvre de la gestion de ce système-là. D'où le titre du livre de Kako Nurupo, la question de la servitude volontaire, sur le fait qu'on a des élites qui ont choisi d'elles-mêmes, quelque part, de contrôler ce système qui les maintient dans la dépendance. On a également, donc, en 80, l'alternance avec l'arrivée au pouvoir de la gauche de François Mitterrand, et donc l'ouvrage en montrant justement le François Mitterrand des années 50, qui est à l'origine de la France-Afrique, permet justement de casser un peu cette idée que François Mitterrand représentait l'alternance. Il ne le peut pas, puisqu'on montre comment, dans les années 50, il est celui qui a notamment retourné Félix Houphouët-Boigny. Et donc, du coup, lorsque les socialistes arrivent à l'Élysée, avec donc un dirigeant qui a quand même un passé largement à droite, il y a, du point de vue des oppositions africaines, l'idée qu'il y a une bascule, que la France-Afrique est liée à la droite, est liée au gaullisme. Or, on voit bien qu'en réalité, il y a un dédoublement de la France-Afrique entre les réseaux de gauche et les réseaux de droite, qui va encore se dédoubler au moment des cohabitations, lorsque Jacques Chirac de droite sera Premier ministre et François Mitterrand président. Et donc, c'est la multiplication des réseaux, des fameux intermédiaires, des Missiles des Monsieur Afrique, etc. 90, le discours de La Gaulle, qui là aussi, je dirais, s'inscrit, je dirais, en rattrapage du vent de l'histoire qui avait déjà démarré, notamment au niveau du Bénin, donc les contestations, les conférences nationales souveraines, etc. Et là, j'ai mis une citation de Jacques Chirac, en off dans Le Canard enchaîné, donc 9 ans après le discours de La Gaulle, où il dit lui-même « Il faut bien que les dictateurs gagnent les élections, sinon ils n'en feront plus ». Et ça, c'est vraiment le trompe-l'œil, je dirais, de cette normalisation de la France-Afrique, où on est sur une africanisation du système, on est sur des alternances qui n'en sont pas, chose que l'on va ensuite retrouver au niveau des oppositions africaines.
Et on est aussi sur des discours qui sont des discours à rebours et des discours auxquels eux-mêmes ne croient pas. En face, sur cette période, on a un panafricanisme qui s'internationalise, du fait notamment des résistances populaires et intellectuelles. Un élément que l'on souhaitait vraiment montrer dans l'ouvrage, ce sont les résistances africaines. On souhaitait montrer comment les étudiants de la FEANF, comment des militants dans les années 50 ont résisté à ce système et ont payé parfois le prix cher. On souhaitait également mettre en avant les intellectuels qui n'ont pas été complices de ce système. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que les intellectuels sont complices de ce système et c'est important de montrer qu'il y a eu des Mongo-Betty, qu'il y a eu des Mel Ondo, qu'il y a un certain nombre de figures qui ont pris des positions très fortes contre ce système-là et qui ont également subi donc, des représailles vis-à-vis de ce système-là. On a également donc, une internationalisation du panafricanisme dans le contexte des guerres de libération en Afrique, au niveau des colonies portugaises et de la lutte contre les régimes d'apartheid. Et enfin, donc, pour les années 80, une révolution anti-france-africaine qui est celle de Thomas Sankara, qui est un peu, je dirais, le modèle de la révolution panafricaine, de la révolution anti-france-africaine. C'est un peu ce modèle-là que les jeunesses d'aujourd'hui prennent vraiment en exergue, à savoir une approche fondée donc, sur une démarche de souveraineté, de dignité, une mise en avant de la question de la dette. La dette est le moment fondateur du néocolonialisme. L'indépendance d'Haïti en 1804 va être conditionnée au paiement par Haïti d'une dette coloniale à la France. Et c'est cette dette coloniale qui introduit le néocolonialisme, c'est-à-dire, comme dirait Nkrumah, la capacité pour un État de contrôler la politique d'un autre État à travers la mainmise économique, donc financière ou monétaire, qu'il a sur cet État-là. Donc Sankara pose ces questions-là. Il pose également la question de l'environnement, qui est en lien avec notamment les dégradations des multinationales et du pillage des ressources en Afrique, la question également des femmes, des jeunesses, etc. Donc, la position panafricaine incarnée par Sankara est, je dirais, singulière, particulière, et elle donne à voir concrètement ce que serait un projet panafricain, ce que serait une politique panafricaine. Dernier point, donc au tournant des années 90, donc après l'assassinat de Sankara, on a donc effectivement une libéralisation du champ politique africain, le retour au multipartisme. Alors le retour au multipartisme, puisqu'il y avait déjà eu des logiques de partis avant, et on a aussi des démocraties qui vont être vidées de leur sens, hein, donc ce qu'on appelle des stratégies d'alliance, de négociation, de contestation et de chantage des régimes africains pro-français qui survivent aux conférences nationales souveraines. C'est notamment le cas au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Togo, dans un certain nombre de pays, au Cameroun, où on a régulièrement des liftings qui permettent quelque part de faire du neuf avec du vieux. Voilà. Donc, on est un peu sur cette période, donc une normalisation de la France-Afrique, une internationalisation du panafricanisme. Sur le point suivant, on est donc là aussi, donc le dernier point, donc les deux dernières grandes parties du livre, entre défi et reconquête, c'est un peu ce qui concerne, je dirais, l'actualité. Aujourd'hui, on est dans une période de reconquête, notamment régulièrement exprimée par Emmanuel Macron, qui est un président effectivement d'une autre génération. Et lors de sa récente tournée en Afrique, donc notamment au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, il y a trois éléments qui sont ressortis, les 3D. Alors, dans la colonisation, on parlait souvent des 3C, ou des 3M, donc missionnaires, marchands, militaires. Et là, on est sur les 3D, c'est-à-dire la défense, la diplomatie, le développement. C'est vraiment les trois axes qui reviennent régulièrement dans son approche. Quand il parle de la défense, il parle de la question du terrorisme. Il parle aussi de la question migratoire, puisque la France et l'Europe participent en fait à via l'externalisation des frontières, remilitarisent le Sahel, font qu'au niveau de pays comme le Niger, il y a des zones au-dessus desquelles, lorsque vous vous trouvez et que vous venez du sud, vous êtes considéré comme un potentiel migrant et une personne qu'il faut arrêter, alors que vous êtes sur votre propre territoire. Donc, l'externalisation des frontières, elle tend à criminaliser ou à réduire les déplacements d'Africains à l'intérieur du continent africain, sous le motif qu'ils seraient susceptibles de vouloir venir migrer en Europe. L'un des éléments les plus marquants de ça, c'est la manière dont le Maroc a été en partie contraint par l'Union européenne d'imposer des visas à un nombre croissant de
ressortissants subsahariens, parce que beaucoup venaient au Maroc sans visa, notamment par avion, et du Maroc comptait le passage au niveau de Ceuta et Melilla. Et donc, en instaurant un visa, on rend beaucoup plus difficile l'arrivée dans le pays, je dirais, de départ ou de migration vers l'Europe. Donc, il y a quelque chose qui relève vraiment d'une politique de défense de l'Europe vis-à-vis justement de ce discours sur les migrations africaines, vu comme une menace, vu comme un élément de déstabilisation de l'Europe, et donc une approche militaire très forte, qui fait qu'un pays comme le Tchad est essentiel dans la stratégie française. D'où le fait que, tout en disant que la France-Afrique est morte et enterrée, lorsque Idriss Déby donc, a été tué, Emmanuel Macron s'est empressé de venir en personne à Doubé, donc le fils d'Idriss Déby, qui récemment a fait réprimer plusieurs dizaines de personnes pour justement donc, passer en force l'accord qui disait qu'il devait remettre le pouvoir à un civil au terme de la transition. Donc la notion de défense, très forte, donc ça rejoint donc Barkhane, Serval, etc. La problématique aussi du Mali et de la concurrence donc, des Russes. La diplomatie. Alors, dans la diplomatie, c'est le fait de repasser par l'Europe, le fait de remettre en avant la relation Union européenne, Union africaine, et de faire entrer en fait un consortium militaire européen en appui donc à la présence française au Sahel. C'était la fameuse force Takuba, qui va être une force de défense européenne au niveau donc, du Sahel, et qui devait remplacer Barkhane, et par rapport à laquelle donc, le Mali a pris, je dirais, ses responsabilités, d'une part donc, en faisant partir l'armée française et en expliquant aux différentes armées européennes qu'elles n'étaient pas les bienvenues d'une certaine manière. Donc la question d'amener l'Europe sur le terrain africain, donc, qui rejoint un peu les débats des années 50, de passer aussi par des institutions sous-régionales comme la CEDEAO, de mettre en avant le multilatéralisme, le fait qu'aujourd'hui l'ONU redevient en fait une bataille entre la France et le Mali, entre quelque part donc, les pays occidentaux et les pays, je dirais, qui ont une autre approche de cela, et que en même temps, cela, je dirais, interroge une certaine division des relations internationales où on considère que dans la répartition des pouvoirs mondiaux, le Nord doit garder le contrôle politique et militaire et économique du système et on peut accorder au Sud des avancées sociales et culturelles. Donc aujourd'hui, on a un Sud qui réclame d'être davantage en mesure de choisir ses lignes politiques et militaires, ce qui est en totale rupture avec ce qui avait été pensé jusqu'à présent. On a également, via la question notamment du multilatéralisme, une exclusion des pays africains et une problématique de l'ONU à travers la constitution des groupes. Par exemple, l'élargissement du G7 au G20, le fait qu'on coopte quelques pays africains dans cette structure-là pose problème. Parce que la manière dont un certain nombre de dossiers sont traités, si je prends un cas concret, par exemple le cas de la Libye est un pays africain qui a été attaqué par une coalition internationale. Aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à l'ensemble des dossiers concernant la Libye, vous devez faire partie d'un groupe qui est le Club des Amis de la Libye. Or, il se trouve que dans ce Club des Amis de la Libye, aucun pays africain n'y est réellement. Et donc, par le biais des clubs, on enlève aux pays africains l'accès à des dossiers qui les concernent directement. On le voit aussi sur la problématique du climat et de l'environnement, sur la problématique des réparations. Donc, tous ces enjeux-là, en fait, sont justement au cœur de ces problématiques de reconquête coloniale à travers donc, des problématiques diplomatiques, de développement. Donc, l'Agence française de développement, qui est en train de reconstituer, je dirais, son approche de financement des projets africains. Jusqu'à présent, l'Agence française de développement, par exemple, ne finançait pas les projets culturels. Mais comme on veut faire de la culture un élément de soft power, dans le cas de la restitution des objets royaux au Bénin, l'Agence française de développement a décidé de se lancer dans le financement des musées. Et donc, ça montre aussi comment le soft power est en train d'être repensé dans une logique, je dirais, qui est présentée comme un partenariat gagnant-gagnant, mais qui n'est pas fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a un tournant néolibéral, donc incarné notamment par Bolloré et par d'autres industriels français, qui certes ne sont pas, ne sont pas nécessairement hégémoniques,
mais ont un rôle et un poids très important. Parce que là où ils sont, ils ont un pouvoir de décision énorme. Également, des effets de communication sur la question, par exemple, du franc CFA. Donc, il y a une mobilisation populaire en 2017 qui a introduit ce thème dans l'espace public, ce thème sur lequel les économistes travaillent depuis un certain temps. Et cette mobilisation populaire, plus ou moins panafricaine, a amené en fait, Emmanuel Macron à, je dirais, faire une pirouette en annonçant donc, la fin du franc CFA et la mise en place de l'éco. Et là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que cette annonce-là a été faite de manière, comment dire, surprise lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron pour Noël en Côte d'Ivoire, aux côtés d'Alassane Ouattara, qui quelques semaines plus tôt disait que le franc CFA est une très bonne monnaie et qu'il n'y a aucune raison d'en changer. C'est-à-dire que même dans la manière dont on annonce la fin d'éléments du système de la France-Afrique, le contexte d'annonce de la fin de la France-Afrique montre en réalité que l'on reproduit ce système-là. Et c'est ça, en fait, quelque part, qui est assez particulier. Il y a également un tournant mémoriel, la question de la restitution des objets, la question également des archives sur le Cameroun, l'Algérie, le Rwanda, qui interpelle, et également le prisme culturel à travers d'autres outils, donc notamment la question de la francophonie, la question des diasporas. Macron a expliqué qu'il y a une carte sur laquelle la France n'a jamais misé en Afrique, et c'est des diasporas, qu'il y a vraiment un travail de lobby au niveau des diasporas africaines en France, au niveau également de l'afroprenariat, c'est-à-dire que du point de vue de la société française, une grande partie de la jeunesse d'origine africaine, du fait d'un parcours, je dirais, plus compliqué et plus complexe dans les arcanes de la République, du fait parfois aussi d'une déscolarisation plus précoce, et plus facilement tournée, orientée vers des logiques entrepreneuriales, vers des logiques néolibérales. Et ça aussi, ça date, je dirais, d'une réforme des années 90 qui concerne justement la manière dont, comment dire, l'immigration des émigrés ou des afro-descendants ici en Europe constitue également une manne financière qui est investie en Afrique et sur laquelle des mécanismes divers et variés, comme notamment les agences de transfert de fonds, aujourd'hui spéculent ou ont des intérêts. La question également de la féminisation des visages de ce système-là, qui est aussi très importante, le rajeunissement et le passage par les sociétés civiles, et aussi tout ce qui relève donc, du narratif du propos étranger, donc avec la Russie, la Chine, la Turquie, qui nourrit la critique aveugle et la guerre de communication. Donc voilà un peu les éléments de donc, les défis, pour aller vite. Mais les défis aujourd'hui, c'est comment on clarifie les moyens et les fins du panafricanisme. Donc les fins, c'est sur le plan culturel, ce qu'on appelle la renaissance africaine, donc la revalorisation des cultures, identités, traditions, etc., africaines, endogènes, et d'un point de vue politique, les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire la capacité de l'Afrique à se défendre par ses propres moyens, à parler de sa propre loi, et de manière unie. Comment on clarifie les moyens et les fins du panafricanisme en comprenant et en analysant chaque élément de la reconquête en cours de l'autre côté. Comment également on analyse la coexistence du colonialisme et du néocolonialisme. Puisque par exemple le cas de Mayotte, dont Dino Raimi a parlé tout à l'heure, est un cas de colonialisme concret. La question des enclaves de Ceuta et Melilla est un cas aussi colonial. La question du Sahara occidental, la question de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, qui jusqu'à une certaine période est inscrit sur la liste des territoires à décoloniser, ou de la Kanaki. Tous ces éléments-là montrent que nous sommes dans une période où il y a une coexistence du colonialisme et du néocolonialisme parce que les dominations sont de plus en plus dissimulées. Enfin, il y a aussi la problématique des guerres. Quelles guerres pour quelles ressources? Les guerres de Côte d'Ivoire, de Libye, du Mali, des conflits comme ceux de l'Éthiopie, du Congo ou même du Mozambique aujourd'hui nécessitent vraiment de se poser la question des ressources stratégiques qui sont en jeu aujourd'hui. Et pas que aujourd'hui, mais pour les 50, 60 prochaines années. Et dernier élément, toutes les mobilisations populaires que l'on a pu voir récemment, dont la plus significative est quand même celle qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir au Burkina Faso. Je pense que cet élément-là est essentiel, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment partir un pilier de ce système-là, quelqu'un qui n'est pas anodin, quelqu'un qui a été ensuite poursuivi et condamné pour notamment l'assassinat de Thomas Sankara. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très important, la question de l'impunité, la question de la justice, la question de la massification critique, la question des dynamiques sociales et culturelles sont, je dirais, autant de défis
qui se pose aujourd'hui au niveau du panafricanisme. Donc, dernier point sur lequel je vais passer relativement rapidement, les annexes. Donc là, je vous ai mis juste quelques cartes. C'est vraiment pour justement sortir peut-être du tout écrit, avoir vraiment quelques visions. Donc là, vous avez donc la carte de l'Afrique donc avec les couleurs coloniales, hein, bleu français, rouge britannique, vert italien, vert clair donc, Belgique, marron donc c'était donc l'ancien empire allemand, orange portugais, jaune espagnol et donc les pays actuels. Et à côté, vous avez donc la fameuse carte, hein, The Two Sides of Africa, puisque vous savez que la carte de l'Afrique, elle est sur les planisphères classiques, elle est très largement réduite. Et c'est la fameuse carte où on montre que dans l'Afrique, on peut mettre les États-Unis, on peut mettre la Chine, on peut mettre l'Inde, on peut mettre toute l'Europe de l'Ouest, on peut mettre l'Angleterre, on peut mettre le Japon, on peut mettre le Royaume-Uni. Et de manière symbolique, tous ces pays qui sont, je dirais, encastrés dans la carte de l'Afrique sont matériellement présents en Afrique. Et on sait aujourd'hui, par exemple, qu'on a des multinationales qui possèdent des terres en Afrique, ou si on agglomère l'ensemble des terres qu'ils possèdent, on a facilement des territoires de la taille de l'Autriche qui sont possédés par des multinationales à l'intérieur du continent africain. Donc, The True Size of Africa, ça vous montre aussi la problématique de l'appétit autour de l'Afrique, ce que représentent ces terres arabes, sachant que là, vous avez une carte justement de la démographie africaine, donc l'extraversion, où vous avez la grande majorité de la population africaine qui est sur les littoraux, ce qui renvoie donc à la manière dont on a vidé l'intérieur de l'Afrique, puisque avant l'époque coloniale, c'est à l'intérieur des terres que se gérait le pouvoir africain. On était tourné vers l'intérieur, on était sur des développements autocentrés. Et c'est la colonisation qui a introduit l'extraversion, la présence de nos capitales, qui sont des villes portuaires, qui sont des villes tournées vers l'extérieur, qui sont théoriquement des villes mondialisées, puisque la mondialisation est fondée sur la littoralisation, mais qui font néanmoins que l'Afrique est totalement marginalisée dans cette mondialisation. Ça pose aussi une autre problématique, qui est le fait qu'on a une Afrique qui est de plus en plus urbaine, et que c'est dans cette urbanité justement que se développe un certain nombre de résistances. Mais en réalité, il y a un fondement rural de l'Afrique qui aussi doit nous interroger et nous interpeller en termes de modèle de développement. Là, vous avez une carte de Simon Gikondi, qui est un intellectuel ougandais, je crois, qui s'est amusé en fait, à redessiner en fait, une carte de l'Afrique à partir donc, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ensemble. Donc, une république du Sahara au nord, une Sénégambria qui va du Sénégal au Nigeria, une Afrique centrale au niveau de tout ce qui est Gabon, Centrafrique, etc. Une Érythromia pour la Corne de l'Afrique, une république swahili qui va donc de Kinshasa à Dar es Salaam, et puis une Mozambique pour l'Afrique australe, puis Madagascar. Et quand il a fait cette carte, il a fait en fait un ensemble dans lequel en fait aucun territoire n'est enclavé. Parce que l'une des problématiques également que l'on a, c'est la question de l'enclavement des territoires. Le continent africain, au-delà de la balkanisation, on a, je dirais, des territoires enclavés, et ça nécessite de repenser la géographie. Alors, il y a une carte que je n'ai pas ajoutée, qui est la carte des bassins hydrographiques, qui montre justement comment le bassin du Nil, le bassin du Congo, le bassin du Zambèze et le bassin du Niger sont les 4 axes de développement, les 4 lignes de pensée, de reconceptualisation d'une géographie africaine. Donc, dans les enjeux du panafricanisme, dans les défis, il y a aussi repenser la géographie, repenser nos territoires, les infrastructures de transport, etc. Sur la suivante, c'est la question donc, de la défense. Donc, libérer l'Afrique, défendre l'Afrique. Donc là, vous avez donc, la carte avec les éclats, c'est là où il y a eu des conflits en Afrique, des guerres en Afrique. Et donc là aussi, c'est très intéressant de voir les espaces qui ont été relativement épargnés, qui ont été parfois justement des bases arrières. Dans certains cas, il y a quand même eu des rébellions ou des guerres, je dirais, coloniales, si on prend le cas du Kenya, ou des conflits très particuliers. Et la question de la défense continentale, elle a été par exemple au menu récemment de l'agenda de l'Union africaine. Il y a 1 ou 2 ans, le sommet annuel de l'Union africaine, c'était faire taire les armes. Et concrètement, au-delà des annonces de bonnes intentions, il n'y a pas de mise en pratique de ces politiques. Donc ça renvoie justement à comment produire une force panafricaine de dissuasion. Donc de ce point de vue-là, on a des exemples historiques, je pense notamment à la campagne anti-apartheid, la manière dont il y a une mobilisation sur la question notamment de l'arme nucléaire, puisque le continent africain est un continent qui a subi
des tests nucléaires, et aussi, je dirais, tout ce qui relève, par exemple, actuellement de la campagne concernant l'Africom Group, donc le refus de l'installation de commandement ou de bases militaires étrangères en Afrique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va un peu à rebours de l'histoire, où on a une Afrique qui reçoit de plus en plus, je dirais, d'implantations militaires étrangères, alors que le principe du panafricanisme, c'est justement le départ de toutes les bases militaires étrangères. Donc à côté, vous avez les différents drapeaux qui sont présents, Belgique, Italie, bon, l'Europe de manière générale, la Chine, le Japon, les Émirats, la Russie, l'Inde, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, etc. Bon, là où c'est intéressant, c'est qu'à l'époque de cette carte-là, vous voyez que le Mali était assez bien doté. Et donc, ce qui se passe au Mali est d'autant plus intéressant que le Mali est central et le Mali, je dirais, a une tradition je dirais, anticoloniale particulière. Voilà. Donc là, la question économique, avant-dernier élément, c'est les enjeux d'intégration, donc c'est la notion notamment de déconnexion. Donc là aussi, c'est la fameuse carte qui montre qu'il y a plus d'argent qui sort du continent africain chaque année que d'argent qui y entre. Donc la question du panafricanisme économique, la question du développement, la question également des ressources de la diaspora, qui sont aussi des enjeux panafricains, puisque le panafricanisme est né dans la diaspora, et un certain nombre de luttes qui sont menées sur le continent le sont aussi avec les ressources de la diaspora. Et ces ressources de la diaspora sont aujourd'hui de plus en plus convoitées. Elles sont également, je dirais, au cœur d'une problématique centrale qui est celle des réparations par rapport à la traite et à l'esclavage, et qui sont aussi, je dirais, en connexion avec des enjeux plus globaux. J'ai mis le titre d'une conférence qui a lieu actuellement à Dakar, qui est organisée notamment par Dongo Samba Sylla, qui est un économiste sénégalais, qui pour moi est vraiment la référence sur les questions économiques. Et le titre de cette conférence de 3 jours, c'est « Faire face à la crise socio-écologique, l'actualité de la déconnexion et la question des réparations globales ». Donc la déconnexion, c'est un concept de l'économiste égyptien Samir Amin. Donc la nécessité pour l'Afrique de se déconnecter des circuits de dépendance occidentaux ou internationaux pour se recentrer sur elle-même, faire un peu comme la Chine à un moment s'est mise en autarcie pour repenser son propre système économique, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un huis clos. Et de manière paradoxale, la période du Covid a été un moment où justement les Africains se sont posé des questions. Qu'est-ce que nous devenons si l'Occident n'est plus, entre guillemets, en capacité de nous alimenter en sacs de riz, en médicaments, etc. Et là, on a constaté qu'on peut tout à fait survivre. Donc la notion de stock, la notion d'autarcie, la notion d'autonomie, c'est ce que Thomas Sankara avait pensé à l'échelle du Burkina Faso. Et c'est ce que Samir Amin conceptualise à travers la déconnexion. Les réparations globales qui sont aussi un enjeu, en lien notamment avec la question du capitalisme, puisque beaucoup de gens considèrent que le panafricanisme est par nature, je dirais, lié au socialisme, alors qu'il y a des approches panafricanistes qui sont dans des modèles, on va dire, néolibéraux, voire capitalistes. Ce qui pose encore une fois la question de trouver le modèle de développement africain, de la même manière que dans les années 60-70, il y avait des débats sur le mode de développement asiatique différent du mode de production européen. Donc ça, c'est des éléments qui vont se poser au XXIe siècle parce que l'Afrique, du fait de sa démographie, va être probablement l'usine du monde en termes de production et de matières premières, mais aussi l'usine du monde en termes de cerveau, puisque nous avons déjà nos cerveaux qui sont présents un peu partout dans le monde. Donc, dernier élément, donc ça c'est un peu ce qui ouvre notamment vers les discussions qu'on pourra peut-être avoir demain, c'est justement réfléchir à la manière dont on s'organise aujourd'hui sur toutes ces questions-là. Est-ce qu'on s'organise par rapport à des urgences, puisque nous avons des actualités africaines qui sont tout le temps sous le prisme de l'urgence, ce qui nous empêche parfois de prendre le temps et le recul pour bien réfléchir à des solutions qui soient structurelles. Par exemple, dans le cas du franc CFA, il y a eu un moment, un pic où tout le monde en a parlé, alors que des économistes travaillent dessus depuis très longtemps. Et puis là, c'est retombé, mais les économistes continuent à travailler dessus. Il y a la question également des objectifs ou des événements. Là aussi, c'est des réflexions à avoir. Est-ce qu'on s'organise par courant idéologique, puisqu'il y a, je dirais, plusieurs approches idéologiques de ces débats-là, par expérience de fonctionnement, par, comment dire, cercle concentrique, par secteurs transversaux,
par spécialisation et division du travail, par pays, région, diaspora, comme au niveau justement des communautés en Europe, on le fait régulièrement, des Maliens de France, des Camerounais de Belgique, etc., ou par bloc, ou par groupe, ou par coalition, fédération, rassemblement, plateforme. Donc, tous les éléments que j'ai évoqués dans cette conférence, qui a peut-être été un tout petit peu plus long que prévu, sont importants à creuser. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous documenter. Vous avez donc, au fond de la salle des livres, vous avez donc ce livre sur l'Empire qui ne veut pas mourir, qui fait 1000 pages. Il ne s'agit pas de lire les 1000 pages d'un coup, mais il s'agit vraiment de comprendre ce système-là. Parce qu'actuellement, je vois beaucoup de gens, enfin, beaucoup de camarades très volontaires qui tapent effectivement sur la France-Afrique. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la profondeur historique. Et j'ai l'impression qu'ils pensent qu'on peut déraciner un arbre en tirant sur les branches. Et on ne déracine pas un arbre en tirant sur les branches. Si vous voulez déraciner un arbre, il faut aller à la racine. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas en tirant sur les branches que sont les vallées, les présidents africains, etc., qu'on va régler le problème. C'est en allant vraiment aux racines de la chose. Et si on veut aller aux racines du problème, ben, il faut de l'histoire. C'est essentiel. D'où, je dirais, peut-être la longueur de cet exposé que j'ai quand même essayé de raccourcir au mieux. Mais donc, chaque partie pourrait justement nécessiter, je dirais, un cycle, je dirais, beaucoup plus précis, beaucoup plus spécialisé, et aussi à chaque fois en lien, je dirais, avec des actualités, parce que, encore une fois, la France-Afrique est un système qui se reconfigure régulièrement. On avait hésité, notamment dans le titre du livre, à parler de l'hydre. L'hydre, c'est cet animal mythologique, quand vous coupez une tête, elle repousse. Mais on s'est dit qu'il y a tellement de gens qui disent que la France-Afrique n'existe pas, que si on utilise un animal imaginaire, ils vont nous dire, vous voyez bien, ça n'existe tellement pas que vous utilisez un animal imaginaire pour la métaphore. Et dans le même sens, le panafricanisme, il a évolué en fonction justement des actualités, des objectifs, des réalités. Donc tous ces éléments-là, il faut les poser aujourd'hui sur la table pour comprendre le temps long, le temps court et la prospective. Donc, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention, pour votre patience. Et je te redonne la parole. Merci beaucoup Hamzat.